Bonjour. Une place pour une pause. Allez les jaunes, allez les jaunes, allez les jaunes, les jaunes et noirs. Eh oui, mais de toute façon, il y aura un jaune et noir qui va gagner. Derrière moi. La sécurité. Allez, à tout à l'heure les gars. Allez, ça va donner. Mais qu'est-ce qui les attire tous autour de ce bout de pelouse? À La Rochelle, cela fait plus d'un siècle que ça dure. C'est comme un repas du dimanche, un rendez-vous avec la famille, un rituel immuable. Au bord de l'Atlantique, le stade s'appelle Marcel de Flandre, un rugbyman résistant pour ceux qui s'en souviennent. L'important toutes les semaines pour moi, pour les notables et les dockers, les patrons, les ouvriers ou les hauts fonctionnaires dans les gradins, ce sont ces 80 minutes de tension, de souffrance, de bonheur. On porte tous un peu de l'histoire de ce club, mais dans les coulisses, sous la grande tribune, là où se trame cette tragédie sportive, les vestiaires, eux, vous racontent d'autres choses. Et au Stade Rochelais, un nom, un patronyme suinte des murs comme de chaque brin de ce bout de pelouse. Elissade. Elissade, une histoire de rugby, une histoire de famille. Arnaud, le fringant patriarche. Je n'étais qu'un gamin quand j'ai touché mon premier ballon au Stade Rochelais. Mais comment oublier Nono, comme tout le monde l'appelait à l'époque. Je me souviens aussi de son fils, Jean-Pierre, qui à son tour commencera sa carrière de joueur et d'entraîneur à La Rochelle. Et bien sûr, l'enfant de la balle, Jean-Baptiste, demi-mêlée du 15 de France. Sans aucun doute ce qu'on a fait de mieux pour ce jeu chez les Elissades jusqu'à maintenant. Cette famille est un cas unique dans le rugby français. Une fée en short a dû s'acharner sur leur berceau. 3 générations de sportifs de haut niveau qui, depuis un demi-siècle, se passent un message, un héritage qui a forme ovale. Du rugby village d'après-guerre au professionnalisme clinquant, l'histoire des Elissades, c'est l'histoire d'un club, mais surtout l'histoire d'un sport pas comme les autres, qui est affaire de valeurs et d'humanisme. Mon grand-père au début était entraîneur, puis il a passé la main à mon père, il lui a transmis tout ce qu'il savait. Mon grand-père maternel, Bidar, avait été aussi rugbyman, c'était sa passion. Ma mère était épouse de rugbyman, mon père jouait. Et puis après moi j'ai poursuivi le truc tout simplement, le plus simplement du monde. Hein. J'ai pas fait du rugby parce qu'ils avaient fait du rugby. J'ai fait du rugby parce que j'aimais ça. Et puis certainement quelque part dans l'inconscient et dans les gènes, il doit y avoir quelque chose qui t'aide parce que je faisais la moitié du plus petit quand j'ai commencé à jouer au rugby et j'étais un peu peureux. Ça me bottait pas trop parce que j'étais vraiment pas prédisposé par rapport à tout ça, à jouer au rugby. C'est vrai que l'école, c'était pas ma tasse de thé, et donc c'était mon terrain d'expression. On habitait à 50 mètres du stade, j'allais au stade tout seul, j'allais les voir, les retrouver, voir les entraînements, la boue, tu t'amuses avec un ballon ou avec un petit copain qui traîne, et tu te prépares pour ton futur. Enfance dorée, sûrement pas. Non, c'était dur, mais privilégié peut-être, oui. Privilégié plutôt. Jean-Pierre Elissal, de quel âge as-tu? 13 ans, 13 ans.
Il y a combien de temps que tu joues au rugby? À peu près 6 ans. Et comment ça se fait que tu joues au rugby? Ben, mon père m'y a emmené et il jouait. Alors j'ai continué à jouer comme lui. Ton père jouait au rugby? Quelle place il jouait? Demi de mêlée. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais jouer? Oh, j'aurais joué talonneur si je voulais. Il en est un qui, comme moi, s'interroge toujours sur ce mystère Elissade. Il s'appelle Jean-Michel Blaiseau, stadiste et historien du sport. Chez Elissade, on ne transmet pas de manière livresque. On baigne, il y a un bain et le partage d'un vécu qui fait que, sans en parler, tous leurs propos et leurs convictions nous interrogent sur les phénomènes de transmission. Et d'ailleurs, ils sont tous les trois numéro 9, hein, Arnaud, Jean-Pierre et Jean-Baptiste. C'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de Jean-Pierre? En tant que joueur, entraîneur, on l'a vu capitaine, pas capitaine, mais il jouait en équipe de France quelquefois. Je les ai vus jouer contre les Blacks ici une fois aussi, c'était superbe. Bon, le grand-père, je ne l'ai pas connu parce que j'étais trop jeune. Bon, le père, je l'ai vu jouer en équipe de France aussi. Mais Baptiste, c'est un des meilleurs quand même. Et vous avez été entraîné par Nono alors? Oui. Alors c'était quoi le Nono entraîneur? C'était bien. C'était bien. C'était un monsieur. Nous sommes en deuxième mi-temps. Elissade, le chauve numéro 9 de La Rochelle en maillot foncé, vient de réussir un arrêt de volée et vous allez voir comment il va le transformer d'un maître coup de pied tombé, donnant ainsi les 3 premiers points à son équipe. Amis spectateurs, bonsoir. Ce soir, le Stade Rochelais fête les 80 ans d'une de ses figures emblématiques. Il a porté le maillot jaune et noir de 1947 à 1965. Il a entraîné l'équipe première de 1953 à 1971, soit 25 ans au service du Stade Rochelais. J'ai nommé Arnaud Elissade. Je pense au rugby comme jamais j'ai autant pensé. Je vais même plus loin, je me prépare à entraîner l'équipe. On vivait le rugby à 100%. On commençait le matin en parlant de rugby, on finissait le soir. Troisième mi-temps, c'était du rugby. Avec lui, il n'y a que du rugby. En dehors du rugby, il n'y a plus de bon nom. Il n'y a plus de bon nom. On a fait ce qu'on a pu? Non, j'ai une reconnaissance. On formait une équipe vraiment de copains. Hein. Il y avait une convivialité formidable entre nous, hein. Surtout quand les Basques sont arrivés. Hein. Oui. Non, mais je me rappelle de cette équipe. Tu penses que j'arrive à 20 ans ici, quoi. Hein. Moi, j'ai passé une vie de roi. Moi, je suis heureux, moi. La Rochelle-Périgueux, 1962. J'avais tout juste 19 ans. Mais on le sait, l'histoire commence bien avant cela. Fin 19e, c'est la perfide Albion qui traverse la Manche et qui débarque dans les ports du Havre ou de Lorient avec son fichu ballon qui rebondit n'importe comment. À La Rochelle, c'est même le consul des États-Unis, George Henry Jackson, qui préside en 1908 ce que tout le monde connaît aujourd'hui comme le Stade Rochelais. 2 guerres mondiales plus tard, ça joue encore au rugby sur le stade Marcel de Flandre, mais le terrain n'est encore qu'un champ de patates, au mieux. Sur le Vieux-Port, les quais regorgent de poissons et La Rochelle a besoin de bras. Alors pourquoi pas des rugbymen du Sud-Ouest? Il y avait de l'argent un petit peu, ça c'est su. Il y avait de difficultés de travail sur le Pays Basque, hein, à la reprise. Et donc tous les jeunes juniors de la nautique ont migré vers le nord, vers le Grand Nord pour eux. Et donc il y a eu 5 Bayonnais, plus l'entraîneur Gustave Ecala, qui sont montés à La Rochelle. Les gars de la Nautique, un club de rugby de Bayonne, ont un pote qui fait son service militaire à Paris et qui là-bas joue déjà pour le Stade français. Avec un peu de piston, en 1947, ils font muter Arnaud Elissade à La Rochelle.
Avec ce nouveau demi de mêlée, les stadistes grimpent de 2 divisions en 2 ans. Mais dans l'euphorie d'après-guerre, le club et ses dirigeants ne sont pas loin de la banqueroute. Au bord de la faillite, il faut donc reconstruire. Réunion au sommet au Stade Rochelet pour trouver un nouvel entraîneur. Et tout le monde se regardait plus ou moins, quoi. Et il dit, il est là. Ah, il me montre du doigt comme ça, là. Alors moi, je me retourne. Alors moi, je dis, entraîneur, c'est incroyable, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus été le même homme, enfin le même homme de rugby, quoi. Plus du tout. Du jour au lendemain, Nono se retrouve donc à la tête d'une troupe de fantassins amateurs. Ils sont pêcheurs, commerçants, toubibs, mécaniciens. Lui est poissonnier, à Port-Neuf. On bosse la journée, on s'entraîne le soir, on joue le week-end. Sur la carte de l'Ovalie française, La Rochelle n'existe pas encore. Mais les Charentais ont du cœur. Pourtant, à l'époque, cela en fait rire plus d'un, cette idée qu'on puisse jouer au rugby en Charente-Poitou. Quoique, en 1953, un jaune et noir est appelé par le 15 de France pour affronter le Pays de Galles. Laurent Bidard, un Basque. La fée en short en fera plus tard le grand-père maternel de Jean-Baptiste Elissade, Papy Bi. Sa sélection fut un événement pour le stade, fêté comme il se doit, apparemment. Sa sélection, Ça se justifie hein, au niveau des dates. Mars 53, sélection de Bibi, premier international français, et moi je nais 9 mois plus tard. L'euphorie du moment, sans doute, de l'instant. Je crois en ça. Il était un peu le beau gosse, toujours bien habillé, la belle voiture. Il avait énormément de qualités rugbystiques, très difficiles à canaliser, suivant les dires de Nono. Très difficile à canaliser, un peu foufou, mais énormément de talent. Et puis il y eut le 9 avril 61. Pour Papy Bi et pour Nono, le jour de gloire est arrivé. Après tant d'années de vaches maigres, à Nantes, le Stade Rochelet bat le Racing Club de France en 16e de finale du championnat. À la loyale, hein. À la loyale, hein. On a même fait attention de ne pas leur marcher dessus. Hein. Non, et puis ils l'ont reconnu d'ailleurs. J'y étais ce jour-là sur la place d'Armes devant le Café de la Paix pour accueillir nos héros. Un tournant dans l'histoire du club, un match de légende. Ce soir-là, il n'y avait plus de Rochelais dans la ville, il n'y avait que des stadistes et Nono au balcon. Ce soir-là, la ville était jaune et noire. Il y en a qui ont découvert La Rochelle à partir de ce jour-là, le stade. Non, jusque-là, ça ne les intéressait pas. Quand tu te battais pour la dernière place. Bon. Mais quand tu commençais à montrer les crocs, là, un peu, là, hein, il faut s'en méfier de ceux-là qui arrivent, là. La bourgeoisie rochelaise avait du poids dans la ville. Et nous, on était un peu des révolutionnaires, quelque part. Oui. Ça, c'est la mythologie du stade, ça. Le Café de la Paix, ouais. T'es là sur le coin de la photo. Voilà, je suis là. Non, mais j'étais un témoin inconscient. C'est pour ça que je dis, parce que quand on a 7 ans, on ne se rend pas compte, mais on est quand même bercé, puis on reçoit. On reçoit les câlins, on reçoit les pleurs, on reçoit les frappes, on les claque, on reçoit les sanctions, on reçoit les joies, on reçoit les émotions. Et donc je recevais inconsciemment, et déjà j'étais sans doute en formation d'entraîneur. Là, la même chose, et on rentre doucement. Voilà, et maintenant on envoie le ballon. Il y a l'équipe Fagnon, mais il y a aussi l'école de rugby. Très tôt, le stade a compris qu'il fallait miser sur la formation. Le rugby est le plus grand jeu d'équipe
parce qu'il ne laisse pas de place à l'individu isolé. Le garçon seul ne peut rien faire. La vedette, ça n'existe pas en rugby. Le rugby n'est valable que par le sacrifice de chacun à l'esprit du groupe. Il faut se dévouer les uns pour les autres. Tout se partage. Quand on apporte le gâteau sur la table, s'il y en a un parmi vous qui se jette dessus et qui le dévore à lui tout seul, c'est un goinfre. C'est un mauvais garçon. Hein. Eh bien, le ballon, au rugby, c'est la même chose. On le partage. C'est comme ce gâteau. Chacun en a sa part. Et c'est ça le plaisir, de partager le ballon. Par conséquent, il ne faut pas le garder trop longtemps. Il faut le donner et le donner au bon moment, quand il faut. Allez, il tombe. Ouais, bien. C'est bon, Maël, tu peux le lâcher. Allez, prépare-toi, Maël. Allez. Baptiste, de l'autre côté. Ouais, enfin tout ça, tiens. Vous faites faire un truc, vous là, pas ordinaire. Pas ordinaire, effectivement, pour Nono de revenir un demi-siècle plus tard sur ce terrain d'entraînement de la Grenouillère. Voilà, je ne vais pas tourner le ballon. Voilà. La première des choses, c'est d'un enfant de nature, comme nous sommes tous, de nature individualiste, en faire un adulte altruiste par conviction. Voilà. Le jeu de rugby, c'est le jeu de la solidarité. Seul, tu n'existes pas. Tu es balayé comme un fétu de paille. Jouez. Boum. Éducation, pédagogie, le rugby, c'est pas que du spectacle. Dès le début, le club se sent investi d'une mission sociale, un devoir civique et républicain. Moi, ici au stade, il n'y avait pas plus du président que de... Il y avait le respect qu'on se devait entre hommes. Voilà. Ça a été montré. Peut-être que ça a été une lutte de classe quelque part. Je ne discute pas. Mais je me suis aperçu de ça. Et vous n'avez qu'à regarder la société aujourd'hui, c'est de plus en plus. Vous avez des gens qui spéculent sur le dos des autres. Mais moi, je me dis, dans cette petite cellule-là de vie, eh bien, il n'y aura pas de gens qui spéculent. Mais il faut le mériter aussi d'être respecté. Ouais, quand on parle comme ça aux individus, même que le gars n'ait qu'un certificat d'études, vous pouvez être tranquille. Il comprend surtout que s'il joue au rugby. Allez, va le chercher. Voilà, c'est bien déjà. T'as récupéré ton ballon de glissette, c'est très bien. Regarde-le. Ça, le ballon, il te dit, là, c'est une chose qu'on partage. Pas le garder pour toi, donne-le. T'es costaud, t'es gros, mais donne-le. Et tout le monde écoute, et puis tout le monde est sage. Nono était hyper connu quand même dans le quartier, poissonnier, apôtre, curé de rugby, caractère bien trempé, je te dis charmeur, dur, il a tiré, il a teasé, c'était un personnage quoi. Port-Neuf, quartier populaire du nord de la ville, était alors un vivier à ciel ouvert de jeunes joueurs, de la jeunesse qui ne demande qu'à se défouler. Le stade Marcel de Flandre est dans les années 60 un symbole de l'éducation sportive à La Rochelle. Jean-Pierre Cotenec faisait partie de ces ados en jaune et noir cornaqués par Nono. Il faisait alors de l'athlétisme, il courait vite, mais Nono n'a pas eu de mal à le rattraper. Tous les lundis, j'avais droit à ma leçon particulière. Alors, je faisais un saut, je quittais mon appartement et puis je traversais la plage, j'arrivais chez lui. Et puis, maman s'occupait des clientes. Et puis, quand l'autre me voyait, elle me dit, tiens, viens donc par là un peu, mon petit. Et puis, on faisait des combinaisons avec un poisson ici, une raie là. Il dit, tiens, voilà, quand tu as l'adversaire qui arrive comme ça, toi, il arrive dans ce sens-là. Tu le fixes en venant ici, et puis avec le poisson, paf, paf. Et bon, d'accord, les clients, ouais, occupe-toi, maman, c'est pas un problème. C'était assez extraordinaire. Bonne réception de Robin. Ce sont les trois quarts rochelais qui maintenant partent à l'attaque, mais se font contrer. Et sur la mêlée ouverte qui va s'en suivre, suivez bien l'action, Elissal va sortir la balle du paquet, lancer son ailier Dufour qui, après 2 contre-pieds, va réussir un très bel essai. Poissonnier parfois, mais entraîneur à plein temps. Arnaud Elissade ne respire que par le rugby. Je me rappelle qu'on le surnomme alors le père la méthode. Il invente, il théorise. Pas de vidéo à l'époque,
juste du vécu et de l'observation. La mêlée rochelaise devient la bête noire du championnat. Avant, c'était boum, enfin, il n'y avait pas de stratégie, quoi. Talonneur en trapèze, enfin, tout ça. Mais on a trouvé autre chose, nous, avant les autres. Et quand je vous l'ai dit l'autre jour, je ne vois pas encore quelqu'un qui marche en reculant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, un entraîneur, c'est un chercheur. Et en plus de ça, ce qu'il faut, d'abord qu'il comprenne le pourquoi du comment. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à un joueur si vous n'arrivez pas à lui faire comprendre le pourquoi du comment? Dès l'instant qui fait fonctionner sur l'intelligence, c'est un pas vers l'envie d'apporter quelque chose, à soi d'abord peut-être, mais aussi aux autres. Arnaud restera en charge de l'équipe première jusqu'en 1971. Il ne quittera pas pour autant le stade, mais après 30 ans de bons et loyaux services, il est temps de prendre un peu de distance. Il y en a qui m'ont estimé, sans doute. Il y en a qui m'ont supporté, sans doute. Il y en a d'autres que j'ai gênés, sans doute. Quand vous gagnez, ceux qui sont gênés ou qui ne vous aiment pas trop, ils écrasent leur banane. Et puis quand vous commencez à pas gagner, alors là... Dès 1953, il y avait les pro-Elissade, les anti-Elissade. Mais bon, ça contribue à la force et à l'impact du personnage. S'il avait été fade et mièvre, il n'y aurait pas eu les détracteurs et les laudateurs. Hein. Ça fait partie du fonctionnement de l'homme et du fonctionnement du club. Et les élissadophobes ne sont pas au bout de leur peine. Lucien et Jean-Pierre, les deux fistons, ont repris le flambeau. Je crois que, sur un coup de tête, à la fin des années 70, toute la famille retourne au pays, à Bayonne. Mais 2 ans plus tard, demi-tour toute, on dit que l'histoire ne repasse pas les plats, mais en 1980, un Elissade a repris le gouvernail à La Rochelle. Jean-Pierre, le retour. Nouvelle touche à la 30e minute avec un départ de Graton. L'arbitre refuse l'essai à Graton. Alors c'est l'Escalmel qui charge. Relais cette fois d'Elissade qui aplatit. L'essai est accordé. 14-0 pour La Rochelle. Et ce n'est pas fini. Je ne sais pas si les jeunes se sont aperçus de ce qui se passait, mais je peux vous dire qu'au niveau du regroupement de toutes les forces vives, que ce soit... On va le chercher avec les clés du camion. Je me rappelle, il est revenu à 27 ans, plus jeune entraîneur-joueur dans le rugby français. L'âge d'ailleurs où Arnaud Elissade, son père, avait été aussi adoubé entraîneur-joueur du Stade Rochelais en 1953. Je suis méchant, j'ai du caractère, donc ils même me suivent. Et là, en l'occurrence, j'apprends rien. Et j'apporte pas grand-chose à l'équipe. Sinon, le joueur. Si je n'avais pas été joueur, mais c'était surtout le joueur qui avait des qualités. Mais t'appliques pas les méthodes à Nono, là? Consciemment aussi, il écrit, on souffre ensemble, on se bat ensemble, on vit ensemble, on boit ensemble, on fait la fête ensemble. Si, mais la stratégie, elle est limitée. J'en serais presque gêné de parler de stratégie, quoi. La famille s'est agrandie aussi et le petit Jean-Baptiste galope déjà sur la pelouse. Et rebolote. C'est reparti. Je me rappelle des pots de clémentine qui se déplaçaient sur la table en guise de joueurs. Je me rappelle des discussions du week-end. Le journal, c'était l'équipe, c'était Midi Olympique, c'était le Sud-Ouest. On voyait tout ça. Et puis il y avait toute cette tension autour des résultats que moi encore, je n'avais pas compris trop la subtilité. Je croyais que c'était qu'un jeu. Et donc voilà, j'ai été bercé de toutes ces discussions. Donc j'écoutais attentivement, mais comme un enfant, un peu détaché. Et j'ai compris pas mal de trucs dans ces discussions-là. C'est sans doute la meilleure période rugbystique de Jean-Pierre. L'équipe de France de Jacques Fouroux privera La Rochelle de son capitaine-entraîneur à 5 reprises. 5 petites sélections, car la concurrence est déjà rude à l'époque.
T'as des regrets sur cette courte carrière internationale? Vraiment, j'étais heureux pour mon père. Moi aussi, ça m'a permis de découvrir l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Argentine. Enfin bref, j'ai vécu de belles choses. Mais non. C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas resté. Entre guillemets, l'entraîneur, Fourreau à l'époque, a senti que Berbizier avait une fibre plus patriotique, plus malléable, plus professionnelle, plus maîtrisable. Moi, j'étais un électron libre. Après les matchs, je sortais. J'emmerdais tout le monde, quoi. En fin de compte, j'étais en vacances. Sincèrement, j'étais en vacances. Quand tu quittais le Stade Rochelet, que tu avais fait 10 mois pour pas descendre, et que tu partais 2 mois en Australie, c'était pas pour te prendre la tête. Sur cette mêlée ici à la Mais au retour des vacances, il faut repartir au turbin. Mission, ne pas descendre. Les saisons se suivent et se ressemblent au stade Marcel de Flandre. Mais en 85, la relégation est inévitable. Et là, tu es déchu. Le roi est déchu, le fils du roi est déchu. Et donc, on se pose même la question de savoir si on va te garder dans le club, hein, alors que tu ne demandes rien. Et tu t'en vas tranquillement t'occuper de la baie. Tu joues encore au rugby un peu. On est descendu en groupe B, t'es que joueur, mais bon, ça suffit. Tu prends du plaisir, je termine ma carrière à l'ouverture. Personne ne te reconnaît, ça fait du bien l'humilité. Pendant ce temps-là, blasphème, Baptiste jouait au foot. Mais finalement, il finira par rentrer au Bercail. Il fera partie de la première promotion du tout jeune centre de formation du Stade Rochelet. Puis je suis tombé sur mes amis d'enfance, Wilfried, Azo, Nico, tous. Et après, il y a eu les années un peu plus fastes, junior, où là ça a vraiment été, pas une drogue, mais j'étais trop bien au rugby pour pouvoir aller voir ailleurs. Le XXe siècle touche à sa fin et les bateaux de pêche ont depuis belle lurette quitté le vieux port de La Rochelle. L'économie s'est définitivement tournée vers le tourisme. Pas de grosses entreprises, pas de mécènes miracles pour le Stade Rochelet, alors que l'Ovalie française installe ses crampons dans le professionnalisme. Une fois de plus, les dirigeants ont rappelé Jean-Pierre pour relever ce défi. C'est pas bon. Non, Jean-Charles, trop d'engagement. Encore plus vite, c'est pas bon. À De Flandre, c'est toute une nouvelle génération de joueurs qui a vu le jour. Joulin, Boucher, Vialaré, Cordazo, Leff, Moulinec, ces nouveaux grognards vont emmener le stade à son plus haut niveau. Aux grandes dames de ses parents, Jean-Baptiste a pris sa décision. Du rugby, sinon rien. J'étais contente. J'étais contente puisque Jean-Baptiste voulait vivre du rugby. Baptiste, il a échoué son bac de très peu, 1 ou 2 points. Donc moi, je lui ai fait promettre qu'il allait repasser le bac par correspondance. Il m'a dit oui. J'ai donc acheté tout ce qu'il fallait acheter et il est arrivé fin août en me disant j'ai mon premier contrat pro, donc le bac, je ne le repasserai pas. Il faut savoir que la décision, c'est pas moi qui la prends. Et là, c'est vrai que c'est dur, ça y est, ça recommence, la dynastie continue, les éternels aigris, jaloux, déçus, qui taillent, qui vont rien accepter, qui vont laisser le fils protégé, vraiment des moments très difficiles. C'est ce qui a fait sans doute aujourd'hui notre force, à lui et à moi, nos liens, lui et à moi. Indestructible, c'est une évidence. 4, 5. Et on fait reforme la ligne. 3. Pour Wade de jouer in. Entraîneur ou éducateur, pour le père comme pour le fils commence une relation pour le moins particulière. Une équipe de rugby, c'est un groupe, une petite cellule sociale où les sentiments peuvent parfois être exacerbés. Filiation et compétition, il faudra gérer au quotidien. J'arrivais dans un groupe qui avait vécu des montées, des descentes, qui avait beaucoup vécu. J'étais jeune, j'étais pas forcément trop à l'aise. Et il a tout fait pour que ça se passe bien. Je dis, Baptiste sera comme vous. Mais le lendemain, j'avais vite compris que j'avais dit une grosse connerie. Vous serez comme Baptiste. C'est-à-dire que l'attachement que je mettrai, l'intérêt que je mettrai à Baptiste, je le mettrai à vous maintenant aussi.
Avec ses faibles moyens, le Stade Rochelais va commencer à taquiner les gros de l'élite. Anglais, Argentins, Samoans, des étrangers débarquent à Port-Neuf. Ils portent tous le même maillot jaune et noir, mais tout le monde n'est pas à la même enseigne. Il y a les pros, comme Jean-Baptiste, payés pour jouer au rugby, et puis il y a les autres, ceux qui bossent à côté. On avait quand même des horaires aménagés, heureusement, parce qu'autrement on ne pouvait pas être au top tous les samedis, quoi. Donc c'est vrai que c'était dur à gérer, on était fatigués, c'est vrai. Il y a des jours, c'était dur de se lever à 6h30 le matin pour aller embaucher, pour repartir à l'entraînement. C'était dur, mais après, il y a une partie de passion qui a fait que ça passait au-delà de toute fatigue, on va dire. Donc vraiment, c'était vraiment de très très belle époque. Quand Laurent Albinet arrive d'Agen en 99, c'est comme beaucoup de ses coéquipiers dans l'entreprise du président du stade qu'il est embauché. Vincent Merlingue, lui-même ancien joueur, avait alors et a toujours le même discours. On allait dans le flou quand même, on ne savait pas ce qu'allait devenir le rugby professionnel. Et nos conseils à nous dirigeants, à moi en tant que président, c'était toujours de dire aux joueurs, continuez votre vie professionnelle, parce que demain, on ne sait pas de quoi ça sera fait. Préservez-vous, préservez-vous. Vivez votre sport, vivez votre passion, mais surtout ne négligez pas le reste. Un groupe soudé et au milieu une crevette en short. Les photos ne mentent jamais. Baptiste n'a vraiment pas le physique de l'emploi et bien souvent le pack jaune et noir est mis sur le reculoir. Un apprentissage à la dure pour le futur demi de mêlée du 15 de France. Mais je pense que j'ai développé par rapport à ce manque de physique justement des qualités moi je dis ça, de survie. Quand on me voit faire une chistera sur le terrain, j'ai développé cette qualité de savoir faire cette passe parce que souvent j'avais peur du contact et peur que les gros m'attrapent. Donc j'ai dû développer énormément mes capacités techniques avec le ballon, les deux pieds, les deux passes, les deux mains, la tête, réfléchir pour pouvoir anticiper et prévenir. Je pense que ça c'est naturel, c'est des instincts de survie tout simplement. Et à deux Flandres, dans le top 16, on perd plus qu'on ne gagne. Le cœur y est pourtant. Mais que faire face aux grosses armadas comme le Stade français, Agen, Biarritz? Les défaites sont dures à vivre. Et dans les gradins, certains ressentent le besoin de se défouler. J'avais été touché, moi en tant que jeune joueur, par ces critiques. J'avais vu la tristesse de mon père en tant qu'entraîneur, en tant que père, de voir son fils conspuer. Et c'est peut-être ce qui m'a poussé à prouver à tout le monde que je n'étais pas là parce que je m'appelais Elissalde et que j'étais là parce que j'avais du talent et les possibilités pour le faire. Et miraculeusement, le 24 février 2001, face à l'ogre toulousain, les critiques se sont tues dans les tribunes. Avec Sparks, le pilier. Vicard sort ce ballon, ils sont épuisés. Le drop d'Elissalde, encore une fois, qui part très haut et qui passe. Le drop de Jean-Baptiste Elissalde, qui passe après 6 minutes d'arrêt de jeu et qui va donner la victoire au Stade Rochelais. C'est fini, 19-18. Suspense énorme et victoire de La Rochelle. Elissalde porte un triomphe, le père comme le fils. Incroyable dénouement. Et pour la première fois depuis 1967, La Rochelle a battu le Stade Toulousain. Le drop, c'est n'importe qui aurait pu le mettre. Mais c'était quand j'ai vu les larmes de joueurs qu'il avait, alors je sais pas si c'est parce que justement c'était son fils qui mettait le drop ou c'était parce que son équipe avait battu ce qui se faisait de mieux à l'époque et qu'on s'assurait le maintien quasiment. Ça a été le moment le plus émouvant de notre connivence. C'est vraiment une joie partagée, une liesse collective.
Pour moi, ce jour-là, je le sais, et à la fin du match, j'ai trouvé les images, je sais que c'est la fin. On n'arrivera jamais plus à un tel niveau d'émotion. Jamais. Le Stade Rochelais n'arrivera plus jamais à ce genre d'émotion. Avec des Rochelais. Parce que l'apport béatique, elle est là. Je souhaite au Stade Rochelais de vivre encore ce genre de situation, mais ça ne sera pas avec des Rochelais. On est arrivé au niveau professionnalisme. On bat le champion en titre grâce à nous. Grâce à rien d'autre. Pas rancuniers, les Toulousains. Cela fait longtemps qu'ils font des propositions aux jeunes Rochelais. Mais ils résistent. Malheureusement, la dernière saison sera peut-être celle de trop. La relégation se profile et Jean-Pierre ne passera pas l'hiver. En février 2002, il rend les armes. Les pressions du public, de l'environnement, qui s'était habitué au plus haut niveau et au caviar. Hein. Donc à un moment donné, quand le caviar a un goût un peu aigre, eh bien, on cherche des responsables. Et ça se rajoute à l'épuisement, à la lassitude, à tous ces processus qui sont des processus d'un rugby professionnel abrasif, il faut bien le dire. Hein. C'est pas qu'un phénomène Rochelais. 1947-2002, une page se tourne à Deux Flandres. Jean-Baptiste s'envole vers Toulouse. Il n'y a plus d'Elissade en vue. Mais quand on est à la croisée des chemins, on ne préfère garder que les bons souvenirs. Quand on a la chance d'être contacté par un Stade Toulousain, c'est difficile de dire non. J'ai réussi à le faire 2 ans d'affilée. Et je pense qu'il était temps aussi, après avoir mûri un petit peu à La Rochelle, d'aller voir ailleurs et de venir dans le grand club. Oui, c'est Jean-Baptiste Elissal, j'ai oublié mon bip. Merci. Alors on arrive à l'usine, à Pointe ici. Là, il faut toucher la tête à pelouse. Je suis arrivé ici quand même avec des grands yeux. J'avais les billes comme ça, je me disais attends, on me lave mes affaires, qu'est-ce qui se passe, j'ai les ballons, et les gens pour me renvoyer les ballons. C'était pour moi des grandes nouveautés, des grandes surprises. Je côtoyais des joueurs que j'avais l'habitude de regarder à la télé. J'ai été plus impressionné par le contexte sportif que par le contexte extra-sportif, qui était déjà ultra développé par rapport à ce que j'ai connu à La Rochelle ou dans le club. Ses petits collègues de travail l'ont surnommé Laura, rapport à son gabarit. C'est ton surnom, c'est ça? Ouais, c'est comme ça, je m'appelle comme ça. Cela fait maintenant 5 ans qu'il est dans le club au 16 Brennus, rugbyman professionnel. Mais n'allez surtout pas lui parler de boulot. Tu montes dans la voiture, tu vois des gens qui amènent leurs enfants à l'école et qui partent travailler dans tel ou tel endroit, dans des usines, sur les routes. Puis toi, tu te dis, je suis quand même payé et très bien payé pour aller faire du sport, pour aller faire du rugby, pour être applaudi par des gens, pour être reconnu, pour passer à la télé. Donc quelle chance, quoi. Alors les moments où tu peux faire un peu le gosse de riche, eh ben, tu penses à ça et tu redescends vite sur terre. Donc je dis pas je vais travailler, quoi. C'est pas correct. La Rochelle, Tokyo. Pendant ce temps-là, Jean-Pierre aussi est parti voir du pays. Après 2 saisons à Béziers, en 2005 s'offre à lui une proposition pour le moins inattendue. Qualifier le Japon pour la prochaine Coupe du Monde. Le temps d'un stage dans les Landes, on retrouve un Elissade visiblement heureux de cette expérience. Plus vite, Supporto, plus vite. Voilà, bien. Hein? Qui a dit que les Japonais étaient petits? Moi qui étais toujours en haut de l'affiche ou un peu toujours en avant, ça m'a fait du bien de retravailler les bases à la discrétion. Et moi qui suis un peu bordélique et relativement très bordélique. Relativement latin. Relativement latin, je suis l'exemple type peut-être même. Et donc ça m'a remis les idées en place, repris à travailler. Donc, sans tricher, il faut au moins que je le tiens. C'est limite, c'est limite.
Mais finalement, Jean-Pierre n'aura pas le temps d'enseigner aux Japonais les subtilités plus ou moins légales du rugby occidental. Le destin en a décidé autrement. Le Pays Basque se rappelle à son bon souvenir pour un nouveau poste. Manager de l'Aviron Bayonnais qui veut sauver sa peau dans l'élite. Avec quel cuisse que pas mal? Je ne sais pas strapper pour éviter que tu C'est la gauche. J'ai mis une croix à cela en partant. Et forcément, arrive ce qui devait arriver. Hasard du calendrier 2006 du top 14, Bayonne reçoit le Stade Toulousain. Père et fils se retrouvent face à face sur un terrain de rugby. Dilemme cornélien. Baptiste, je crois qu'il va pas y être sur le terrain. Je pense il me fait comme quand il était jeune des angines le lundi quand il ne voulait pas trop aller à l'école. Et là, il me fait un petit souci musculaire. Non, je crois qu'il est un peu gêné, bien plus gêné que moi. La tragédie va tourner court. Baptiste se fait porter pâle. Pour moi, c'est un peu plus dur quand même. Pourquoi? Je sais pas, c'est filial, c'est comme ça. J'ai jamais fait de trop bons matchs face à lui, à part une fois, et j'étais pas forcément très heureux, donc c'est dur, et puis c'est bien comme ça. Voilà. Une vieille blague disait que le rugby est un jeu qui se joue à 15 et qu'à la fin, c'est Toulouse qui gagne. Dans les tribunes, cela fait pas vraiment rire monsieur le manager. L'Aviron rame cette saison. À Toulouse, Baptiste, lui, a surtout appris à gagner. Pro parmi les pros. Numéro 9 de métier. Et quel métier! Et maintenant, ça fait 5 ans que je suis là, il y a des nouveaux qui arrivent, et Byron Keller est arrivé cette année, et de suite il a été remis à l'heure par Guinoves comme s'il avait 15 ans et qu'il sortait de cadet. Donc voilà, le professionnalisme, si c'est un bien grand mot, c'est là que je le vois, quoi. Incontournable à Toulouse et désormais aussi dans le 15 de France. Il a 30 ans. Un bon client pour les journalistes habitués de Marcoussis, le Centre national du rugby. Alors, T'es tout seul? Ben ouais, je suis tout seul. Je l'ai embauché, c'est tout Marcoussis, Marcatraz, la Mecque de l'Ovalie française. Une prison dorée pour athlètes de haut niveau. De nos jours, les Bleus vivent dans un autre monde. On est certainement un peu déconnecté de la réalité, déconnecté de la vraie vie, déconnecté de ce que vivent les gens au quotidien. Maintenant, ça arrivera vite aussi, puisque moi, dans 3, 4, 5 ans, j'espère tenir 5 ans, et bien je passerai de l'autre côté de la barrière et je devrais aller chez le boulanger. Voilà, même si je le fais un peu à la maison quand même, faut pas exagérer. Mais c'est vrai que quand on est avec le club en déplacement ou en stage, ou avec l'équipe de France encore plus, on a juste à se concentrer sur le rugby, uniquement le rugby. Le reste, tout nous est mâché. Avec plus de 30 sélections au compteur, Jean-Baptiste fait maintenant partie de la vieille garde de l'équipe de France. Un parcours qui, avec du recul, ne me surprend pas vraiment. Nono non plus d'ailleurs. Il a une coordination des gestes naturelle, il est adroit naturellement, le ballon dans les mains ne le gêne pas. C'est important pour que le cerveau puisse... Si vous êtes toujours... si vous n'êtes pas maître de votre gestuelle, vous êtes bloqué par le... Donc c'est déjà au départ, moi je ne sais pas, ça, il faut demander ça au docteur, il va vous expliquer ça mieux que moi. on va voir quelle sorte de haka
vont exécuter les Blacks face à une équipe de France qui se rapproche. À l'automne 2007, la France entière vit au rythme de la Coupe du Monde. Pour le quart de finale face aux All Blacks, Nono et son fils Lucien sont bien sûr devant leur télé. Et quand vous le regardez comme ça sur un match aussi important que ça, vous avez peur de la blessure aussi, Oui, vous y pensez? C'est ça que je pense, c'est pas autre chose. Je sais qu'il fera son match. On s'en souvient tous. On se souvient tous de Jean-Baptiste qui file en touche avec la balle de match. C'est pas possible. C'est fini. Il faut aller jouer en touche, Jean-Baptiste. Oui, bah. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. La France joue en demi-finale de la Coupe du Monde. J'y croyais pas. Personne n'y croyait, évidemment personne n'y croyait. Non, mais je l'avoue, j'y croyais pas. Ils n'ont pas pris de pénalité, l'arbitre était gentil. À Carvaillant, rien d'impossible. J'y croyais pas. Mais qu'importe le match. Comme d'habitude, Arnaud consigne tout sur ses cahiers d'écolier. Temps de jeu, nombre de passes, plaquage. La plume est alerte et la passion toujours aussi dévorante. Je dis pas que c'est parole d'évangile, hein, attention. Hein. Mais c'est pas... ce que j'écris, bon, je l'ai vécu. Moi. Après tout, après ça, on discute après. Et je l'ai vécu. Je suis pas un théoricien, moi. Peut-être qu'un de mes fils s'emparera de tout ça. Peut-être qu'il fera quelque chose. Si les fondamentaux sont restés les mêmes, bien des choses ont changé sur les terrains. L'équipe première du stade continue de se battre tous les week-ends pour éventuellement remonter dans l'élite ou tout simplement continuer d'exister dans cette ovalie des temps modernes. Depuis peu, la Pro D2, la deuxième division, a pris un tournant singulier. Dans le chaudron de Mayol à Toulon, il faut faire face à des champions du monde, des mercenaires All Blacks, sud-africains ou australiens engagés à prix d'or par le nouveau président toulonnais, Mourad Boudjelal. Ben, la méthode Mourad Boudjelal, c'est quelqu'un de pressé, je veux dire, donc j'essaie d'aller un petit peu plus vite que certains, en compensant effectivement avec de gros joueurs. Puis c'est la méthode qui consiste à dire que le prix d'un joueur n'est pas ce qu'il coûte, mais la différence entre ce qui coûte et ce qu'il rapporte. En revanche, pour avoir les meilleurs joueurs, il faut y mettre le prix, évidemment. Ouais, mais ça rapporte aussi. Ça rapporte aussi, donc c'est un calcul, il faut oser à un moment donné, il faut oser investir sur le rugby. C'est-à-dire si tel joueur coûte 100 et qu'il ramène 110, il m'aura coûté moins de 10. À Toulon, c'est le culte de la star, c'est une star en cache une autre. Et à La Rochelle, c'est plutôt le culte d'un groupe, d'une équipe, c'est l'anonymat, c'est le jeu pour l'autre. Et le rugby, pour moi, c'est plutôt ça. Ainsi donc, le rugby n'échappe pas à la logique libérale. Ça ne me surprend pas vraiment. Le culte du résultat et de la performance a pris le pas sur ce vieux concept désuet de sport à vocation sociale et éducative. Il reste pourtant encore quelques grandes gueules pour s'inquiéter de l'avenir, quitte à parfois prêcher dans le désert. C'est quoi le danger que ça s'arrête? Qu'on devienne football américain, quoi. C'est-à-dire que personne joue, mais il n'y a que des professionnels, 200 000 personnes qui regardent, quoi. Ou 2 millions de personnes, ou 2 milliards de personnes, je ne sais pas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quand même un sport de formateurs qui donc doit former des jeunes. Et ces jeunes-là doivent jouer. Et les meilleurs de ces jeunes peuvent devenir professionnels, point barre. Mais si on devient simplement qu'un rugby de spectacle, bien sûr qu'on aura 7 Sud-Africains, 6 Néo-Z, 2 Samoans dans les effectifs, 3 Roumains, 2 Géorgiens. On viendra au spectacle, mais qui pratiquera le rugby? Parce que à l'origine, c'est quand même les pratiquants qui se servent du rugby pour évoluer en tant que rugby. L'avenir pour Jean-Baptiste, c'est d'abord sa reconversion. Le rugby moderne est de plus en plus exigeant et les carrières de plus en plus courtes. Mais apparemment,
il n'est pas prêt de raccrocher les crampons. Alors, pourquoi pas prendre le relais? Entraîneur. Pourquoi pas? Ça risque d'être une possibilité, on verra. Je suis encore un peu jeune, 30 ans, mais dans 4-5 ans, je sais pas où, je sais pas avec qui, je sais pas comment. Voilà, j'ai passé mes diplômes et on verra. Si ça doit se faire, ça se fera, mais en tout cas, je le ferai pas ni pour l'argent, ni pour la reconnaissance, parce que je pense que, au vu de mon père et de mon grand-père, il faut le faire parce que tu es passionné. Si t'es pas passionné, avec toutes les difficultés qu'il y a au niveau des résultats, surtout de nos jours, au niveau de la gestion humaine et tout ça, tu dois exploser. Donc je le ferai que si je suis passionné et que si ma petite famille me suit à 100%. Ça commence, ça l'est déjà, mais ça commence à être un peu troublant quand même, non? Sur 3 générations, toutes ces répétitions de... Ouais, oui. D'où ça vient? Je sais pas d'où ça peut venir. À l'autre, on est là pour apporter quelque chose à l'autre, c'est tout. Et c'est là que tu dois trouver c'est pas le plaisir de jouer, c'est pas le plaisir, c'est autre chose. Une espèce d'accomplissement. Moi, je le vois comme ça, je peux me tromper. Ce n'est donc pas encore aujourd'hui que l'on mettra le mot fin à cette saga. Samedi prochain, tous, on reviendra au stade. Et allez savoir, peut-être qu'un jour, un Elissalde reviendra fouler la pelouse de Flandre. Qui sait?